Le capitaine Jake Morrison, posté devant la vaste fenêtre de sa salle de repos, observait l'approche du vaisseau extraterrestre. L'engin était colossal, presque 3 fois plus grand que son propre navire, le USS Liberté. Un métal sombre recouvrait sa surface, orné d'arêtes vives qui ressemblaient à des armes. Même lorsqu'elles ne l'étaient pas, des lumières rouges clignotaient le long de ses flancs, comme des yeux irrités. « Capitaine, il demande l'autorisation d'accoster », annonça la lieutenant Amy Rodriguez derrière lui, officière culturelle du navire. Aujourd'hui serait le jour le plus important de sa carrière. Un premier contact avec une espèce extraterrestre désireuse de dialoguer, plutôt que de tirer. Jake se retourna et acquiesça. « Dites-leur qu'ils peuvent s'amarrer aux cassettes. Assurez-vous que la garde d'honneur soit prête. » Il redressa son uniforme et vérifia son reflet dans le miroir. Aujourd'hui, les humains rencontreraient l'Empire Zélalien. Pour la première fois, tout devait être parfait. Les Zélani avaient contacté la Terre il y a 6 mois. Leur message était simple et direct. Ils gouvernaient 17 systèmes stellaires et recherchaient en permanence de nouveaux alliés. Ils avaient entendu parler des humains et souhaitaient les rencontrer. Le message n'était pas amical, mais il n'était pas hostile non plus. Il semblait relever d'affaires. Amy accompagna Jake vers la salle de conférence principale. « Les programmes de traduction fonctionnent parfaitement, monsieur. Nous n'aurons aucun mal à nous comprendre. J'ai également préparé des dossiers d'information sur la culture humaine. Des éléments fondamentaux comme nos systèmes gouvernementaux et nos capacités commerciales. Que savons-nous de leur culture ?» demanda Jake au fil de leur progression dans les couloirs. Les membres d'équipage qu'ils croisèrent redressèrent légèrement la posture à leur vue. Chacun savait l'importance de cette journée. « Ce sont des guerriers, monsieur. Tout ce que nous avons appris suggère qu'ils résolvent les problèmes par la force et l'action militaire. Ils ont conquis ces 17 systèmes, non négociés. Mais le fait qu'ils veuillent nous parler est un bon signe. » Le commandant Ryan Hayes les attendait devant la salle de conférence. Second du capitaine Jake, il servait dans l'armée depuis 20 ans. Si quelqu'un pouvait gérer des négociations difficiles, c'était Ryan. « La salle est prête, capitaine. La sécurité est en place, mais à bonne distance, comme indiqué. Nous ne voulons pas paraître menaçants. » Jake rit. « Ryan, je ne pense pas que nous puissions paraître menaçants à ces gens, même si nous le voulions. Avez-vous vu la taille de leur vaisseau ?» Les 3 officiers entrèrent dans la salle de conférence, l'espace le plus raffiné du Liberté, avec une longue table en bois massif et des sièges confortables. Les murs affichaient des clichés de la Terre et des plus grandes réussites de l'humanité. L'atterrissage sur la Lune, la première colonie sur Mars, la construction des ascenseurs spatiaux, des éléments prouvant les capacités humaines, même sans être une puissance militaire. Une voix provenant du système de communication annonça « Contact du vaisseau extraterrestre, monsieur. Ils sont prêts à venir à bord. Envoyez-les », répondit Jake. Son cœur battait plus vite que d'habitude. Toute l'humanité serait jugée à partir de ce moment par la manière dont se déroulerait cette première rencontre. La porte s'ouvrit et le premier extraterrestre entra. Jake avait vu des images des communications préliminaires, mais voir un Zélan en personne était différent. La créature était imposante, mesurant près de 2,13 mètres, avec des écailles recouvrant une peau verte. Sa tête était allongée et étroite, comme un lézard, avec des yeux jaunes qui semblaient le percer. Elle portait une armure à la fois cérémonielle et fonctionnelle, ornée de symboles qui indiquaient probablement le grade ou les réalisations. 2 autres extraterrestres suivirent, à peine moins imposants. Tous 3 se déplaçaient avec la confiance de soldats professionnels, jamais vaincus. Leurs yeux balayèrent la pièce, notant les sorties, les armes potentielles, les positions défensives. Même lors d'une rencontre pacifique, ils pensaient comme des guerriers. « Je suis la commandante Texa de l'Empire Zélan », déclara le premier extraterrestre. Sa voix était grave et rauque, comme des cailloux dans un tuyau de métal. Le système de traduction fonctionna à la perfection, transformant les sons extraterrestres en anglais clair. « Ce sont mes conseillers, le sous-commandant Krell et le chef tactique Vexna. » Jake fit un pas en avant et tendit la main, un geste de salutation humaine. « Je suis le capitaine Jake Morrison, du USS Liberté. Voici mon officier culturel, la lieutenant Amy Rodriguez, et mon second, le commandant Ryan Hayes. Bienvenue à bord de notre navire. »
L'extraterrestre regarda la main tendue de Jake un instant, puis répondit avec la sienne. La poignée fut brève, mais ferme. La peau de Texa était chaude et sèche, comme du cuir exposé au soleil. « Votre navire est plus petit que prévu, Texa », dit-elle en s'asseyant à la table. « Mais la construction semble solide. Combien d'armes transporte-t-il » Amy intervint rapidement. « Le Liberté est principalement un navire d'exploration, commandante. Nous disposons de systèmes défensifs, mais notre objectif principal est la recherche scientifique et les missions diplomatiques comme celle-ci. » Les trois extraterrestres se regardèrent. Krell dit quelque chose dans leur langue, et Vexna fit un son qui ressemblait à un rire. Jake n'avait pas besoin d'interprétation pour comprendre. Il trouvait les humains amusants. « Vous explorez l'espace et les vaisseaux avec peu d'armes. Cela semble dangereux. Que faites-vous en cas de rencontre avec des forces hostiles ?» interrogea Texa. « Nous tentons d'éviter les conflits lorsque c'est possible. Les humains préfèrent résoudre les problèmes par la négociation et le commerce, plutôt que par la guerre. » Encore une fois, les extraterrestres échangèrent des regards. Jake commençait à comprendre que les Elani ne pouvaient pas concevoir une espèce qui ne résolvait pas tout par le combat. « Parlez-nous de votre empire, Amy », proposa-t-il en changeant de sujet. « Comment avez-vous régné sur autant de systèmes ?» Texa se pencha en arrière, affichant pour la première fois une satisfaction. « Nous sommes des guerriers, lieutenant Rodriguez. Pendant 1000 ans, nous nous sommes étendus dans la galaxie, apportant l'ordre au chaos. Lorsque nous rencontrons un système, nous évaluons ses défenses. Si elles sont fortes, nous négocions. Si elles sont faibles, nous conquérons. C'est simple et efficace. « Et dans quelle catégorie se placent les humains ?» demanda Jake. La commandante étudia Jake un long moment. « Cela reste à voir, capitaine Morrison. Votre espèce est nouvelle pour nous. Nous savons que vous vous êtes propagé dans plusieurs systèmes en peu de temps, ce qui démontre des capacités. Mais vos navires sont faiblement armés, et vous parlez d'éviter le conflit. Cela suggère une faiblesse. » Jake ressentit une pointe d'irritation, mais garda la voix calme. « Peut-être que notre définition de la force diffère de la vôtre, commandante. Peut-être. Ils conviennent. Parlez-nous de vos capacités militaires. Combien de navires la Terre commande-t-elle? Quelle est votre stratégie de défense des systèmes ?» Pendant l'heure suivante, la conversation continua dans le même esprit. Les extraterrestres posèrent des questions sur la force militaire humaine, et les humains tentèrent de réorienter la discussion vers le commerce et les échanges culturels. Il devint clair que les Elani voyaient tout à travers le prisme de la guerre. Ils respectaient la force et s'intéressaient peu à autre chose, mais ils n'étaient pas hostiles. Jake commença à comprendre que c'était ainsi que les Elani conduisaient toute leur diplomatie. Ils avaient besoin de comprendre les capacités militaires humaines, non pas pour planifier une attaque, mais parce que la force était la seule chose qu'ils comprenaient comme base du respect. La partie formelle de la rencontre s'achevant, Jake prit une décision. Si les Elani avaient besoin de voir les capacités humaines pour les prendre au sérieux, peut-être était-il temps de leur faire visiter le navire. « Commandante Texa, vous et vos officiers voudriez-vous en voir davantage de notre navire ?» demanda Jake à la fin de la réunion formelle. « Cela pourrait vous aider à comprendre le fonctionnement des humains. » Texa inclina sa large tête, considérant l'offre. « Oui, cela serait utile. Nous souhaitons en apprendre plus sur la technologie et l'organisation humaine. » Amy se leva rapidement. « Je serais ravie de vous faire visiter. Nous pouvons vous montrer notre section d'ingénierie, nos installations médicales et nos zones de loisirs. » Le groupe quitta la salle de conférence et commença à traverser les couloirs du Liberté. Les extraterrestres avancèrent avec prudence, leurs yeux scrutant constamment leur environnement. Jake remarqua qu'ils marchaient en formation, ce qui leur permettrait de se protéger s'ils rencontraient un problème. Même lors d'une visite pacifique, ils pensaient comme des soldats. « Ceci est notre section d'ingénierie principale », expliqua Amy en pénétrant dans une grande salle remplie de machines ronronnantes et de lumières clignotantes. Le chef mécanicien, Pete Collins, leva la tête d'un panneau de contrôle et salua respectueusement les visiteurs. Le moteur à distorsion utilise une réaction de fusion contenue pour courber l'espace autour du navire. Amy continua. « Nous pouvons voyager plus vite que la lumière, mais seulement pour des distances limitées, avant de devoir nous arrêter et de recharger. » Kra examina les machines avec un intérêt évident. « Cette technologie est efficace.
Combien de navires semblables possède votre espèce? Le Liberté est l'un des 50 navires d'exploration, commandant Hayes, répondit. La Terre possède également des navires de fret, des transports de passagers, et oui, certains navires militaires pour la défense des systèmes. Les extraterrestres semblèrent impressionnés malgré eux. 50 navires comme le Liberté constitueraient une force importante, même s'ils n'étaient pas conçus principalement pour la guerre. La visite continua vers le secteur médical, où le docteur Helena Foster leur montra les équipements sophistiqués utilisés pour traiter les blessures et les maladies. Les extraterrestres semblèrent perplexes par le concept d'investir des ressources pour soigner les faibles au lieu de simplement les remplacer, mais ils ne firent aucun commentaire. « Votre technologie est plus avancée que nous ne l'avions initialement estimé », admettit Texa. « Peut-être les humains ne sont-ils pas aussi faibles qu'ils n'y paraissent. » Ils entrèrent dans la salle de loisirs principale, un vaste espace où l'équipage en repos pouvait se détendre et socialiser. Une vingtaine de personnes étaient dispersées dans la pièce, certaines lisant, d'autres regardant des programmes de divertissement sur des écrans muraux, d'autres encore engagées dans divers jeux et activités. Dans un coin, une foule s'était rassemblée autour d'une petite table. 2 membres d'équipage étaient assis l'un en face de l'autre, fixant attentivement quelque chose entre eux. Les personnes rassemblées autour d'eux parlaient à voix basse, pointant de temps en temps la table et faisant des suggestions. « Qu'est-ce qui se passe là-bas » demanda Bixna en désignant la foule. « Oh, c'est juste une partie » répondit Amy. « Des échecs. C'est très populaire parmi l'équipage pendant leur temps libre. » Les extraterrestres semblaient curieux. Les jeux n'étaient pas quelque chose que leur culture comprenait bien. Les loisirs de Zélanie impliquaient généralement des entraînements au combat ou des compétitions de force. Les activités intellectuelles pour le plaisir étaient des concepts étrangers. Ils se rapprochèrent de la foule. À la table, Hanson Matt Turner et la garde Kate Sullivan étaient profondément concentrés, étudiant un échiquier recouvert de petites pièces sculptées. L'échiquier était divisé en 64 cases de couleurs alternées, et chaque joueur disposait de 16 pièces de formes différentes. « Comment cela fonctionne-t-il » demanda Texva. L'officier de communication Lisa Park, qui avait observé la partie, se tourna pour expliquer. Chaque type de pièce se déplace selon un motif différent sur l'échiquier. Le but est de piéger le roi adverse, afin qu'il ne puisse se déplacer sans être capturé. Cela exige de la planification et de la stratégie. Krell se pencha au-dessus de l'échiquier. Ce ne sont pas de véritables guerriers. Ce ne sont que des morceaux de bois sculptés. C'est exact, rigola Lisa. Tout est symbolique. Nous utilisons notre esprit au lieu d'armes réelles. Les joueurs doivent anticiper plusieurs coups et essayer de prévoir ce que fera leur adversaire. Les extraterrestres observèrent pendant plusieurs minutes les mouvements de Matt et de Kate. Chaque joueur étudiait longuement l'échiquier avant de déplacer la moindre pièce. La foule autour d'eux proposait des commentaires et des suggestions discrets. « Pourquoi tant de monde regarde-t-il » demanda Vexna. « Parce que c'est passionnant » expliqua le garde Carlos Martinez. Ces deux-là sont tous deux d'excellents joueurs. Kate met en place une attaque complexe depuis 15 minutes, mais Matt l'a peut-être anticipée. Il a déplacé ses pièces en position défensive. Les extraterrestres étaient perplexes. Comment déplacer de petites pièces de bois peut être passionnant? Comment de grands guerriers peuvent-ils trouver du divertissement dans quelque chose qui n'implique ni compétences physiques, ni danger réel? Est-ce ainsi que les humains s'amusent? Demanda Texa. Une des nombreuses façons, rétorqua Amy. Nous avons des sports impliquant l'activité physique, des jeux qui mettent à l'épreuve les capacités intellectuelles, des activités artistiques pour l'expression créative. Les humains apprécient de nombreuses façons de passer leur temps libre. Matt effectua finalement son déplacement, faisant glisser une pièce sculptée en diagonale sur l'échiquier. Kate fixa un instant la nouvelle position, puis sourit et secoua la tête. « Belle défense !» dit-elle. « Je ne l'avais pas vu venir. Tu m'as inquiété un moment, » rétorqua Matt. Cette attaque aurait été dévastatrice si je ne l'avais pas anticipé à temps. Les membres de l'équipage présents commencèrent à discuter du coup, soulignant comment Matt avait discrètement préparé sa défense pendant que Kate préparait son attaque. Ils évoquèrent des coups alternatifs et différentes stratégies qui auraient pu être utilisées. Texa écoutait la conversation avec un intérêt croissant. Les humains discutaient de tactique et de stratégie avec la même rigueur que ses propres officiers lorsqu'ils planifiaient des opérations militaires. Mais ils le faisaient pour s'amuser.
Depuis combien de temps joue-t-il à ce jeu? Demanda Kra. Environ 2 heures, répondit Lisa. Ce fut une partie vraiment excellente. Les deux joueurs réfléchissent très attentivement à chaque coup. 2 heures? Bixa semblait surprise. Il reste assis à réfléchir pendant 2 heures et c'est considéré comme du divertissement? Oh oui, dit Carlos. Parfois, les parties peuvent durer beaucoup plus longtemps. J'ai une fois joué une partie qui a duré 6 heures. C'était incroyable. Les extraterrestres se regardèrent avec des expressions que Jake ne pouvait pas interpréter. Ils semblaient perturbés par quelque chose, mais ils ne comprenaient pas quoi. Ce n'était qu'un simple jeu d'échecs. Quelqu'un d'entre vous aimerait essayer de jouer, proposa Matt, remarquant les visiteurs extraterrestres. Je serais ravi de vous apprendre les règles. Il n'est pas difficile d'apprendre les bases. Texva fixa longuement l'échiquier. Les petites pièces de bois semblaient assez inoffensives, et les règles que Lisa avait expliquées sonnaient simples. À quel point pouvait-il être difficile? Très bien, dit le commandant de guerre. J'essaierai ce jeu humain. Matt Turner prépara rapidement un nouvel échiquier, tandis que Kate s'écarta pour laisser de la place au commandant de guerre. La foule s'agrandit à mesure que la nouvelle que l'un des visiteurs extraterrestres allait jouer se répandit. Même des membres de l'équipage d'autres parties du vaisseau commencèrent à arriver pour regarder. Les pièces blanches commencent toujours en premier, expliqua Matt, disposant les figurines sculptées en bois sur leur case de départ. Chaque pièce a son propre motif de déplacement. Les pions ne peuvent se déplacer que d'une case à la fois, sauf pour leur premier déplacement où ils peuvent aller de 2 cases. Texa acquiesça, étudiant l'échiquier. Le concept semblait assez simple. Ses semblables avaient des jeux de guerre beaucoup plus complexes. Les tours se déplacent en ligne droite, les fous se déplacent en diagonale, et les cavaliers se déplacent en forme de L, continua Matt. La reine peut se déplacer dans n'importe quelle direction, et le roi se déplace d'une case à la fois dans n'importe quelle direction. Le but est de mettre le roi adverse en échec et mat. Échec et mat, demanda Dexa. Cela signifie que le roi est piégé et ne peut pas échapper à la capture, expliqua Amy. Quand cela se produit, la partie se termine, et celui qui a réalisé l'échec et mat gagne. Le commandant de guerre saisit un pion blanc et l'examina attentivement. Une pièce si petite et simple. Comment quelque chose d'aussi basique peut-il exiger 2 heures de concentration? Je comprends, dit-il, replaçant le pion sur sa case. Commençons. Matt fit le coup d'ouverture traditionnel, faisant avancer un pion de 2 cases. Thea considéra ses options et fit avancer l'un de ses pions. Les premiers coups s'enchaînèrent rapidement. Les 2 joueurs développèrent leurs pièces selon les principes de base que Matt avait expliqués. Mais au fur et à mesure que le jeu progressait, Teaxa commença à se rendre compte que cela était plus complexe qu'il n'y paraissait. Chaque coup créait de nouvelles possibilités et des menaces. Chaque pièce qui se déplaçait modifiait le caractère de la position dans son ensemble. Ce qui semblait être une simple avance de Matt était en fait partie d'un plan plus vaste qui ne deviendrait clair que plusieurs coups plus tard. « Vous allez bien pour un joueur débutant ?» observa Kate tandis que Texa réfléchissait attentivement à son prochain coup. La plupart des gens commettent de grosses erreurs lors de leur première partie. Le commandant de guerre commençait à transpirer malgré la température agréable de la pièce. Ce n'était pas comme les jeux stratégiques de ses semblables, où la force et l'agression déterminaient généralement le gagnant. Cela exigeait une autre façon de penser, une manière qui lui semblait étrangère et troublante. Autour de la table, les membres de l'équipage regardaient avec un plaisir évident. Ils faisaient des commentaires discrets sur la position, soulignant les bons coups et les occasions manquées. Texa remarqua qu'il ne se contentait pas d'observer la position actuelle, mais calculait les coups qui pourraient avoir lieu plusieurs tours plus tard. « S'il prend ce fou » chuchota un membre de l'équipage. « Matt peut échec et mat le roi et la tour avec son cavalier en 3 coups. Seulement si le commandant de guerre ne le voit pas venir, » répondit un autre. Il pourrait bloquer avec sa reine et maintenir l'équilibre des pièces. Texa sentit un froid le parcourir. Ces humains discutaient de séquences tactiques complexes, comme si elles étaient évidentes. Ils pensaient plusieurs coups en avance, calculant des variations qu'ils n'avaient même pas envisagées. 1 heure passa. Texa était fier de n'avoir commis aucune erreur majeure, mais il perdait clairement. Les pièces de Matt étaient mieux placées, contrôlant une plus grande partie de l'échiquier et menaçant plusieurs cibles. Chaque coup du commandant de guerre semblait donner à son adversaire de nouveaux avantages. « Excellente défense !» commenta Matt,
tandis que Texva parvenait à éviter un piège astucieux. Vous avez anticipé le sacrifice du fou juste à temps. Le commandant de guerre ne l'avait absolument pas vu venir. Il avait déplacé sa pièce pour des raisons totalement différentes et ne s'était rendu compte plus tard qu'il avait évité une catastrophe. Mais Matt supposait que c'était intentionnel, ce qui signifiait que l'humain pensait à un niveau où même les bons coups accidentels semblaient des stratégies calculées. Le lieutenant Rodriguez apparut à l'épaule de Texva. « Que pensez-vous du jeu, commandant de guerre ?»« C'est difficile, » répondit-il sans quitter les yeux de l'échiquier. Il commençait à comprendre pourquoi la partie précédente avait duré 2 heures. Chaque décision nécessitait une analyse minutieuse des conséquences qui pourraient ne pas apparaître pendant des dizaines de coups. Le docteur Helena Foster rejoignit la foule des spectateurs. « Oh, c'est passionnant! Matt a un bel avantage positionnel, mais le commandant de guerre a encore des possibilités tactiques du côté du roi. » Théa leva brusquement les yeux. Le médecin du vaisseau analysait les tactiques militaires comme si c'était son passe-temps habituel. Combien de ces humains comprenaient suffisamment la pensée stratégique pour évaluer des positions de bataille complexes ? « Je pense qu'il devrait faire avancer le pion H », suggéra le chef des ingénieurs, Collins. Cela donnerait plus d'espace à sa tour et créerait des menaces contre la position du roi de Math. Collins avait raison. Texa le voyait maintenant que l'ingénieur l'avait signalé. Mais le fait qu'un ingénieur du vaisseau puisse immédiatement repérer des opportunités tactiques qui avaient échappé à un commandant militaire Zélani entraîné était profondément troublant. La partie continua. Texa apprenait, mais chaque leçon se payait d'un nouvel inconvénient sur l'échiquier. Matt ne le battait pas seulement. Il lui apprenait par le jeu lui-même, lui faisant découvrir des concepts par la démonstration pratique. « Belle manœuvre du cavalier », commenta Kate, alors que Matt repositionnait l'une de ses pièces. Centralisation classique avec de multiples menaces. « J'adore la façon dont il utilise les cases faibles autour du roi adverse », ajouta Carlos. « C'est comme une strangulation lente. » Texa réalisa avec une horreur croissante que les humains discutaient de sa destruction avec un plaisir évident. Ils profitaient de le voir perdre, non par cruauté, mais parce qu'ils appréciaient la manière élégante dont Matt obtenait la victoire. Ils trouvaient de la beauté et de la domination tactique. Le sous-commandant Krell et le dirigeant tactique Vexna regardaient silencieusement, mais Texva sentait leur malaise. Ces officiers, de véritables guerriers professionnels maîtrisant la stratégie militaire, observaient la même chose que lui. Ces humains n'étaient pas en train de jouer. Ils manifestaient des niveaux de pensée stratégique équivalents, voire supérieurs, à ceux des commandants militaires entraînés. Et ils le faisaient pour s'amuser, pendant leur temps libre, considérant l'exercice comme un divertissement ordinaire. « Vérifiez », dit Matt d'un ton calme, déplaçant sa reine pour attaquer le roi de Texa. Le commandant de guerre examinait désespérément la position. Son roi était attaqué et disposait de peu de cases d'évasion. Chaque mouvement envisageable semblait aggraver la situation. Les humains autour de la table attendaient patiemment sa décision, proposant occasionnellement des encouragements, mais ceux-ci sonnaient désormais menaçants. Ces créatures, résolvant leurs problèmes par la négociation et le commerce, venaient de démontrer pendant des heures qu'elles pouvaient penser comme de véritables maîtres stratèges. Chacun des spectateurs calculait mentalement différentes variations tactiques avec la facilité et le professionnalisme d'anciens militaires. « Trouvez l'échappatoire », demanda Matt avec douceur. « Il y a une issue, mais elle exige le sacrifice de pièces pour rompre l'attaque. » Sacrifice. Les humains évoquaient l'abandon de pièces précieuses pour des avantages à long terme, comme s'il s'agissait d'une évidence. Les Zélani connaissaient le sacrifice en combat, mais ces humains le présentaient comme un élément essentiel de leur loisir. Quelle espèce considérait le sacrifice tactique comme un divertissement ? 3 heures s'étaient écoulées depuis le début de la partie d'échecs, et Texa se trouvait dans une position de plus en plus désespérée. Ce qui le troublait plus que la perte était la manière décontractée dont les humains débattaient de concepts qui auraient mis au défi les meilleurs stratèges de son armée. « Il pourrait tenter le sacrifice de la tour sur F7, » suggéra le docteur Foster. « Cela pourrait lui offrir suffisamment de contre-jeu pour obtenir un match nul. »« Trop risqué, » répondit le chef Collins. « Le roi de Math est trop sûr. Mieux vaut passer à un échec et bataille finale et tenter d'obtenir là un match nul. » Texa fixait ces 2 humains. Un médecin et un ingénieur débattaient de tactiques militaires complexes
comme s'ils discutaient de la météo. Le sacrifice de la tour évoqué par Foster créerait effectivement du contre-jeu. Mais cela nécessiterait le calcul de variations 15 coups plus tard pour déterminer si c'était judicieux. Comment un médecin de vaisseau spatial pouvait-il connaître une théorie tactique avancée? Votre équipage semble très expérimenté en matière de stratégie, remarqua Kell au capitaine Morrison, arrivé pour assister aux phases finales de la partie. Jake sourit. Les échecs sont populaires dans toute la flotte. La plupart de nos officiers jouent, et nous organisons des tournois entre les vaisseaux lorsque nous sommes en port. Cela aide à maintenir l'esprit vif lors des longs voyages. Des tournois? Demanda Vexana. Des compétitions? Expliqua Amy. Des centaines de joueurs s'affrontent pour savoir qui est le meilleur. Certains de nos membres d'équipage ont des classements qui leur permettraient de jouer professionnellement sur Terre. Texa sentit ses mains se mettre à trembler. Ces humains transformaient la pensée stratégique de niveau militaire en compétition de divertissement. Ils classaient leurs officiers en fonction de leur capacité tactique et le considéraient comme une activité de loisir. Matt met en place une magnifique partie finale, observa Lisa Park. Regardez comment il améliore les positions de ses pièces tout en restreignant les options du commandant de guerre. Une technique classique. Matt déplaça son fou sur une nouvelle case et soudain, Texa put discerner le piège qui se construisait depuis une heure. Chaque pièce sur l'échiquier était parfaitement positionnée pour soutenir l'attaque finale. L'humain avait planifié cette combinaison depuis le milieu de la partie, déplaçant les pièces avec une précision patiente. « Je ne le vois pas », admit Texa, étudiant la position. « Regardez ceci », dit Matt, entamant une série de coups qui démantelèrent les défenses de Texa pièce par pièce. Cavalier prend pion, dame. Le roi se déplace ici. Fou en D5, attaque la tour et coupe la retraite du roi. Tour se déplace là, reine en H5. Et maintenant, le roi n'a plus d'échappatoire. Le commandant de guerre observa avec fascination et horreur la démonstration de la combinaison gagnante par Matt. Chaque coup était forcé. Texa n'avait plus de choix réel. L'humain avait calculé toute cette séquence des heures plus tôt et avait tranquillement déplacé les pièces aux positions correctes, tout en donnant l'impression d'une action naturelle. « Échec et mat en 6 coups », annonça Matt avec bonne humeur. « Belle partie, commandant de guerre. Vous vous êtes bien défendu. » Les humains autour de la table applaudirent poliment. Ils étaient sincèrement impressionnés par la défense de Texa, même s'il avait perdu de manière décisive. Ils appréciaient la qualité de la résistance qu'il avait opposée à une stratégie supérieure. « Depuis combien de temps jouez-vous à ce jeu » demanda Texa à Matt. « Environ 15 ans, » répondit Lenson. « Depuis mon enfance. Mon père m'a appris à l'âge de 7 ans. » 7 ans. Les enfants humains apprenaient une pensée tactique avancée. Dès qu'ils comprenaient les règles, on pensait aux jeunes Zélani qui passaient leurs premières années à apprendre les compétences de base du combat et le conditionnement physique. Ces humains formaient des esprits stratégiques dès l'enfance. « Tous les enfants humains apprennent ces jeux », demanda Kra. « La plupart le font », répondit Kate. « Échecs, dames, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de puzzle. Les jeux occupent une place importante dans la culture humaine. Nous en avons des milliers de types différents. »« Des jeux de cartes ?» demanda Bixna. Carlos Martinez sortit un jeu de cartes. « Comme le poker, c'est un jeu qui repose sur la lecture des adversaires, la gestion du risque et savoir quand se tromper. Vous devez calculer les probabilités tout en essayant de deviner ce que pensent les autres joueurs. » Il distribua quelques cartes pour illustrer. Chaque joueur recevait des cartes que les autres ne pouvaient pas voir. Vous misez sur la meilleure main, mais vous pouvez aussi bluffer, faire semblant d'avoir de bonnes cartes quand vous n'en avez pas, ou faire semblant de posséder de mauvaises cartes quand vous en avez de bonnes. Texa examina les cartes. Les règles semblaient simples, mais les implications étaient terrifiantes. Il s'agissait d'un entraînement, d'une tromperie et d'une guerre psychologique déguisée en divertissement. « Les humains jouent à se mentir les uns aux autres », demanda Vexa. « Eh bien, ce n'est pas vraiment du mensonge, » expliqua Lisa. « C'est plus de la manipulation tactique. Une partie du plaisir réside dans la tentative de ruse et de tromperie avec ses adversaires. » Manipulation tactique. Les humains avaient un terme courant pour la tromperie militaire et le considéraient comme une activité amusante. « Et les jeux physiques ?» demanda Texa, en espérant trouver quelque chose de plus familier. « Oh, nous en avons beaucoup aussi !» dit avec enthousiasme le docteur Foster.
Football, basketball, football, des jeux d'équipe, où vous devez coordonner vos actions avec vos coéquipiers tout en contrant la stratégie de l'équipe adverse. Elle fit apparaître une vidéo sur l'un des écrans muraux montrant des humains engagés dans ce qu'ils appelaient le football. Texa regarda deux groupes d'humains blindés se heurter avec une certaine violence. Mais ce qui était intéressant n'était pas le contact physique. « Voyez comment le quarterback lit la défense », fit remarquer Foster en pointant l'écran. Il doit traiter des informations sur 11 adversaires en quelques secondes et choisir la meilleure option parmi des dizaines de possibilités. Pendant ce temps, la défense essaie de dissimuler ses intentions et de le désorienter. C'étaient des tactiques de champ de bataille avec une prise de décision en temps réel sous pression. Les humains mettaient en œuvre des stratégies complexes tout en étant attaqués physiquement par des adversaires essayant de les arrêter. Et ils le faisaient pour s'amuser. Combien de personnes participent à ces jeux ? Demanda Krell. Des millions, répondit le commandant Hayes. Sur Terre seulement, nous avons des ligues professionnelles, des ligues amateurs, des compétitions scolaires, des matchs de quartier. Presque tout le monde pratique un sport au cours de sa vie. Des millions d'humains s'engagent régulièrement dans des exercices d'entraînement tactique. Des millions d'esprits sont affinés grâce à la pensée stratégique compétitive. L'Empire Zélani compte peut-être quelques milliers d'officiers tactiques d'élite sur les 17 systèmes. Que font les Zélani pour se divertir ? Demanda Amy innocemment. Texa pensa à la vie de loisir des Zélani, à l'entraînement physique, à la pratique des armes, à la simulation de combat avec de vrais équipements, à des activités conçues pour développer la force physique et la résistance pour la guerre réelle. « Nous nous préparons à la bataille », dit-il simplement. « Cela a l'air d'être un dur travail », commenta Matt. « N'est-ce pas jamais le moment de se détendre et de s'amuser ?» L'idée d'une détente séparée de la préparation militaire était étrangère à Texa. Mais ce qui était plus troublant était la prise de conscience que la détente humaine impliquait une pensée stratégique plus complexe que la formation militaire Zélani. « Je crois comprendre maintenant », dit Texa à ses officiers dans leur propre langue. « Ces humains ne sont pas une espèce pacifique. Ce sont une race guerrière qui a déguisé la guerre en divertissement. » Krell hocha la tête avec gravité. Chaque humain de ce vaisseau a reçu une formation tactique dès l'enfance. Il l'appelle jeu, mais c'est plus complet que nos entraînements militaires. Vexna regardait les humains avec une peur évidente. Si c'est ainsi qu'ils se détendent, quelle doit être leur vraie planification militaire ? La partie d'échecs était terminée, mais les extraterrestres restaient dans la salle de jeu, posant encore plus de questions sur le divertissement humain. À chaque réponse, ils se sentaient plus mal à l'aise. « Parlez-moi de ces tournois que vous avez mentionnés », dit Texa au capitaine Morrison. « Comment fonctionne-t-il » Jake se réjouit d'expliquer. « Chaque navire de la flotte a des joueurs d'échecs, généralement des dizaines. Lorsque nous rencontrons d'autres navires, nous organisons des compétitions. Les vainqueurs accèdent à des tournois régionaux, puis aux championnats sectoriels et finalement aux championnats interarmés qui se déroulent chaque année. Combien de participants ? Demanda Kra. Le dernier championnat interarmé a attiré plus de 10 000 participants, répondit fièrement le commandant Hayes. La compétition était intense. Les parties à ce niveau peuvent durer 6 ou 8 heures, avec des joueurs calculant des variations sur des centaines de coups. 10 000 humains s'affrontant dans des compétitions de pensée stratégique. Toute la structure de commandement militaire, Zélani, comptait moins d'officiers que les participantes à un seul tournoi récréatif humain. Mais les échecs ne sont qu'un jeu, ajouta Amy. Nous avons aussi des tournois de poker, de jeux de stratégie de plateau, de jeux de simulation, de compétitions de puzzle. Certains membres d'équipage participent à de multiples événements. Le docteur Foster a survolé la conversation. N'oubliez pas les simulations de jeux de guerre. Elles sont très appréciées des officiers tactiques. Des jeux de guerre ? A demandé Vexna d'un ton vif. Des simulations informatiques où les joueurs commandent des flottes ou des armées dans des scénarios historiques ou fictifs, a expliqué Foster. Elles sont extrêmement détaillées et intègrent une physique, une économie, une logistique réaliste. Tout. Certains scénarios prennent des semaines à se dérouler, avec des équipes de joueurs gérant différents aspects de la campagne. Une peur glaciale s'est répandue dans son corps. Des équipes ? Oui, a dit le chef Collins, rejoignant la conversation. Les meilleurs jeux de guerre nécessitent une coordination entre de nombreux joueurs. Une personne s'occupe des mouvements de la flotte,
Une autre gère les lignes d'approvisionnement. Quelqu'un d'autre se concentre sur le renseignement et la reconnaissance. Cela enseigne le travail d'équipe et la spécialisation. Les extraterrestres se sont regardés avec une panique croissante. Les humains avaient créé des systèmes de divertissement qui entraînaient des opérations militaires coordonnées. Ils pratiquaient les tactiques combinées et la logistique stratégique. Des activités récréatives, dit-il. À quel point ces simulations sont-elles réalistes ? A demandé Texa. Très réalistes, a répondu Matt. L'armée utilise en réalité des programmes semblables pour l'entraînement. Certains jeux civils sont basés sur des simulations militaires déclassifiées. Ainsi, les humains utilisent leur système d'entraînement militaire réel comme divertissement. La frontière entre les jeux récréatifs et l'éducation militaire professionnelle a totalement disparu. Qu'en est-il des humains plus jeunes ? A demandé Krell. Les enfants participent-ils à ces activités ? Lisa Park a ri. Les enfants aiment les jeux encore plus que les adultes. Nous avons des tournois de jeunes joueurs d'échecs, des ligues sportives pour les jeunes, des jeux éducatifs qui enseignent les mathématiques et les sciences par le biais de puzzles et de défis. Des jeux éducatifs. Vexna a semblé horrifiée. Apprendre par le jeu, a expliqué Amy. Les enfants résolvent des problèmes, construisent des choses, explorent des mondes virtuels. Ils développent des compétences de pensée critique en s'amusant. C'est considéré comme la meilleure façon d'éduquer les jeunes esprits. Les Elani ont découvert que les enfants humains recevaient une formation tactique avancée dès la petite enfance, déguisée en divertissement. Chaque humain qu'ils avaient rencontré était le fruit d'une vie entière d'entraînement stratégique qui avait commencé avant même qu'ils ne sachent marcher correctement. « Je suis curieux de quelque chose », a déclaré le docteur Foster aux extraterrestres. Que font les jeunes Elani pour se divertir ? Théa a réfléchi à la question. Les jeunes guerriers pratiquent des techniques de combat. Ils apprennent le maniement des armes, la condition physique et les formations militaires de base. Lorsqu'ils sont suffisamment âgés, ils participent à des épreuves de combat pour prouver leur valeur. Les humains en semblaient perplexes. « Mais qu'en est-il du simple plaisir ?» a demandé Kate. « Jouer, être créatif, explorer des idées. Ces activités ne préparent pas les guerriers au combat. » En fait, a répondu Chief Collins pensivement, elles le font un peu. La résolution de problèmes, la pensée créative, la planification stratégique, ce sont toutes des compétences militaires, mais elles sont également utiles pour l'ingénierie, les sciences, l'art, presque tout ce que les humains font. Le commandant de guerre commençait à comprendre quelque chose de terrifiant. Les Elani formaient leurs jeunes spécifiquement à la guerre, produisant des soldats excellents au combat, mais peu de choses d'autres. Les humains formaient leurs jeunes à tout, produisant des individus capables d'appliquer la pensée stratégique à toutes les situations, y compris la guerre. Un ingénieur humain pouvait analyser des problèmes tactiques. Un médecin humain comprenait les principes stratégiques. Un artiste humain pensait à des solutions créatives à des défis complexes. Chaque humain était un atout militaire potentiel, parce que toute leur culture était construite autour d'un entraînement mental déguisé en divertissement. « À quelle fréquence les humains participent-ils à ces jeux ?» a demandé Vexa. « Tous les jours », ont répondu plusieurs humains à la fois. Carlos a précisé. « La plupart des gens jouent à quelque chose tous les jours, peut-être juste un casse-tête rapide sur leur ordinateur, ou un jeu de cartes pendant la pause déjeuner, ou un sport après le travail. C'est ainsi que nous nous relaxons. Un entraînement tactique quotidien pour l'ensemble de la population. » Les unités d'élite de l'Empire Zelani ne s'entraînaient pas tous les jours, mais chaque humain s'engageait dans des exercices de pensée stratégique dans le cadre de sa routine normale. « Même notre travail implique parfois des jeux, » a ajouté le docteur Foster. « Le diagnostic médical est comme résoudre des problèmes. L'ingénierie est comme construire avec des jouets de construction avancés. La recherche scientifique implique de tester les théories par des jeux expérimentaux. Les humains avaient doté toute leur civilisation. Tout ce qu'ils faisaient impliquait des éléments de pensée stratégique, de résolution de problèmes et d'analyse rivalitaire. Ils avaient créé une culture où la guerre mentale était aussi naturelle que respirer. « Je pense que j'ai besoin de voir plus de ces jeux », a déclaré Texa désespérément. Peut-être qu'il y avait une activité humaine qui n'impliquait pas de pensée stratégique au niveau militaire. Matt s'est éclairci. « Oh, il y a un jeu de puzzle vraiment intéressant qui se déroule dans la pièce voisine. Des problèmes de logique tridimensionnelle. Et je pense que certaines personnes jouent à un jeu de rôle dans le salon. »« Jeu de rôle ?» a demandé Kell.
Un récit collaboratif où chaque joueur incarne un héros dans un monde imaginaire. Amy expliqua. Ils travaillent ensemble pour surmonter les défis en utilisant la créativité, le travail d'équipe et la pensée stratégique. Travailler ensemble et penser stratégiquement. Même leur récit impliquait une coopération tactique. Ils sont allés dans la pièce d'à côté, où plusieurs membres d'équipage travaillaient sur des puzzles tridimensionnels complexes, nécessitant la rotation et la manipulation de pièces dans leur esprit. Les puzzles ressemblaient à des systèmes mécaniques abstraits, et les résoudre nécessitait des compétences de raisonnement spatial qui seraient précieuses pour l'ingénierie ou la navigation. Au salon, ils ont trouvé un groupe de 6 humains assis autour d'une table couverte de papier, de dés et de petites figurines. Une personne décrivait un scénario, tandis que les autres prenaient des notes et discutaient de leurs options. « La forteresse ennemie est fortement défendue », disait le conteur. « Vous pouvez voir des tours de garde ici, ici et ici. La porte principale est renforcée, mais il pourrait y avoir un moyen d'approcher par les égouts. Quel est votre plan ?» Les joueurs ont commencé à discuter de tactique. Ils ont parlé de diversion, de routes d'infiltration, de coordination temporelle, de plans de secours. Ils résolvaient un problème militaire complexe par une analyse coopérative. Et ils le faisaient pour le plaisir, à leurs heures, parce qu'ils en avaient envie. Depuis combien de temps les humains jouent-ils à des jeux comme celui-ci ? A demandé Théa au capitaine Morrison. Jake a réfléchi un instant. Des milliers d'années. Nous avons des documents sur les jeux de stratégie des civilisations anciennes, les jeux de société, les simulations militaires, les sports de compétition. Cela fait partie de la culture humaine depuis que nous avons des documents historiques, des milliers d'années. L'espèce humaine avait développé la pensée stratégique à travers le divertissement pendant des millénaires. Chaque génération avait affiné les jeux, les rendant plus complexes, plus stimulants, plus éducatifs. Le résultat cumulé était une civilisation où chaque individu avait été formé dès la naissance aux compétences mentales nécessaires à la guerre. Et ils ne s'en rendaient même pas compte. Pour les humains, les jeux étaient juste amusants. Ils n'avaient aucune idée qu'ils créaient l'espèce la plus sophistiquée tactiquement de la galaxie. La visite s'est terminée et les négociations officielles ont repris dans la salle de conférence. Mais tout avait changé. Les 3 officiers Zelani étaient assis en face de leurs homologues humains, avec des expressions de malaise à peine dissimulées. Le capitaine Morrison. Texva commença avec précaution. Nous avons beaucoup appris sur la culture humaine au cours de notre visite. Peut-être devrions-nous discuter plus attentivement des termes de notre relation. Jake a remarqué immédiatement le changement de ton. Le commandant de guerre ne parlait plus comme un supérieur évaluant des vaisseaux potentiels. Sa voix exprimait le respect d'une puissance militaire s'adressant à une autre. « Quels termes spécifiques aviez-vous en tête, commandant de guerre ?» a demandé Jake. « Des accords de défense mutuelle », Théa répondit rapidement. « Des partenariats commerciaux, un échange technologique. » L'Empire Zelani serait honoré de considérer l'humanité comme des égaux. Le commandant Hayes haussa un sourcil. Il y a 3 heures, ces extraterrestres s'inquiétaient des capacités militaires humaines comme si la Terre était une puissance secondaire. Maintenant, ils proposaient des traités de partenariat ? C'est très généreux, dit Amy avec diplomatie. Puis-je demander ce qui a changé votre évaluation de l'humanité ? Kel et Vexna se sont regardés nerveusement. Comment pouvait-il expliquer que regarder les humains jouer avait plus terrifié que faire face à toute une flotte ennemie. Votre espèce démontre des capacités inattendues, a dit Texa avec précaution. Nous croyons qu'il existe des avantages mutuels à une alliance plutôt qu'à d'autres relations. Jake commençait à comprendre. Les Zelani étaient arrivés avec l'intention d'évaluer les humains comme des sujets potentiels à conquérir. Quelque chose avait complètement changé d'avis. Quelque chose les avait rendus apeurés. « Commandant de guerre », dit Jake doucement. Prévoyez-vous d'attaquer l'espace humain ? Le silence s'est étiré désagréablement. Finalement, Texva répondit. De tels plans existaient. Procédure standard lors de la rencontre avec de nouvelles espèces. Mais après avoir observé votre culture, nous nous rendons compte que ce serait indélicat en raison de la force de votre armée. Le commandant Hayes demanda. En raison de toute votre population ? A déclaré Vexa doucement. Chaque humain que nous avons rencontré aujourd'hui
à démontrer des capacités de pensée stratégiques qui correspondent à nos meilleurs officiers tactiques. Vos enfants commencent à apprendre ces compétences avant même de savoir marcher. Toute votre culture est basée sur un entraînement mental que nous n'utilisons que pour nos unités militaires d'élite. Le docteur Foster s'était joint à eux pour les négociations finales. Je ne suis pas sûre de comprendre. Parlez-vous de nos jeux et de nos sports? Oui, répondit Krell. Ce que vous appelez divertissement, nous le reconnaissons comme le programme d'entraînement tactique le plus complet que nous ayons jamais rencontré. Vous avez doté le développement intellectuel et le transformé en activité de loisir. Les humains ont semblé confus. Amy parla la première. Nous ne considérons pas les jeux comme un entraînement militaire. Ce sont juste des divertissements. C'est pire. Texa fit un regard sévère. Vous avez créé une espèce où la pensée stratégique avancée est aussi naturelle que la respiration. Vous ne vous en rendez même pas compte. Jake commençait à saisir l'ensemble de la situation. Commandant de guerre, à quel point les activités de loisirs de l'humanité sont-elles inhabituelles? Dans les 17 systèmes conquis, le capitaine Morrison n'avait jamais rencontré d'espèces impliquées dans des compétitions stratégiques par plaisir. La plupart des civilisations développent leurs capacités militaires uniquement en cas de besoin, pour la défense ou la conquête. Les humains, eux, ont développé la pensée militaire comme fondement culturel qui sous-tend tout ce qu'ils font. Mais nous ne sommes pas une espèce militaire, protesta Lisa. Nous explorons l'espace, menons des recherches scientifiques, pratiquons le commerce pacifique. Les vaisseaux d'exploration humains transportent peu d'armes, car chaque membre d'équipage est un atout stratégique. Vexna expliqua. Vos recherches scientifiques impliquent une résolution complexe de problèmes qui se traduisent directement en applications militaires. Votre commerce pacifique nécessite des compétences de négociation identiques à celles de la guerre diplomatique. Les humains commençaient à comprendre pourquoi les extraterrestres semblaient si troublés. « Dites-vous, demanda Jake lentement, que vous avez peur de nous. »« Terrifié, admit Thea. Capitaine, vos hommes m'ont vaincu à un jeu stratégique que je n'avais jamais joué auparavant. Vos membres d'équipage ont discuté de tactiques qui défient nos programmes militaires. Votre médecin a analysé des scénarios de bataille complexes comme s'il s'agissait de simples énigmes. Il se pencha en avant. Nous avons appris que des millions d'humains participent régulièrement à des compétitions stratégiques, que vos enfants commencent leur entraînement tactique dès leur plus jeune âge, que votre système éducatif tout entier est bâti autour de jeux qui développent des compétences militaires et que vous le faites depuis des milliers d'années. Kell ajouta, affinant en permanence vos méthodes, rendant la formation plus efficace, assurant que chaque génération est plus capable stratégiquement que la précédente. Le docteur Foster parut réfléchir. Je suppose que, lorsqu'on le dit ainsi, la culture humaine accorde effectivement une grande importance à la résolution compétitive de problèmes. Vexna rit, mais cela ressemblait plus à une toux étranglée. Docteur, votre espèce a accidentellement créé la civilisation la plus sophistiquée tactiquement de l'espace connu. Et vous l'avez fait en transformant l'entraînement à la guerre en divertissement pour les enfants. La pièce tomba dans le silence, tandis que les implications s'enfonçaient. Les humains se rendaient compte que leur culture d'exploration pacifique ressemblait à une civilisation militaire incroyablement avancée aux yeux des observateurs extérieurs. Alors, Jake dit enfin, « Je suppose que l'Empire Zélani n'essayera pas de conquérir l'espace humain. »« Absolument pas », affirma fermement Texa. « Capitaine, nous avons conquis 17 systèmes en identifiant les faiblesses militaires et en les exploitant. L'humanité n'a pas de faiblesse militaire, car vous n'avez pas de limites militaires. Chaque humain est un officier stratégique potentiel. Chaque colonie humaine est un centre de planification tactique. Chaque enfant humain reçoit une éducation militaire avancée. » Il se leva et commença à marcher. Comment pourrions-nous conquérir une espèce où les commis approvisionnements comprennent la logistique mieux que nos généraux, où les médecins civils peuvent analyser les tactiques de champs de bataille, où les enfants résolvent des énigmes stratégiques pour le plaisir? Nous sommes venus ici pour évaluer une espèce mineure en vue d'une possible subjugation. Kell ajouta, au lieu de cela, nous avons découvert que nous partagions la galaxie avec une civilisation capable de nous conquérir sans effort.
Nous ne sommes pas intéressés par la conquête, assura Amy. Nous le savons, répondit Vexa, ce qui le rend encore plus effrayant. Vous avez accidentellement développé la culture militaire la plus avancée de la galaxie, et vous l'utilisez pour l'exploration scientifique et le divertissement culturel. Le capitaine Morrison prit sa décision. Commandant de guerre, le gouvernement terrestre unifié sera heureux de négocier des accords de défense et de commerce mutuel avec l'Empire Zélani. Nous préférons la coopération au conflit. Merci, capitaine, dit Texa, avec un soulagement évident. L'Empire veillera à ce que l'espace humain soit marqué comme une zone protégée. Toute tentative de menacer les mondes humains sera réprimée par la force militaire complète de l'Empire Zélani. Au terme des négociations, Jake offrit un cadeau d'adieu traditionnel. Commandant de guerre, veuillez accepter cet échiquier comme symbole d'amitié entre nos peuples. Théa regarda l'échiquier en bois et les pièces sculptées avec une nervosité évidente. Merci, capitaine, mais peut-être que quelque chose d'autre serait plus approprié. Les humains étaient perplexes jusqu'à ce qu'Amy comprenne le problème. Pour les Zélani, l'échiquier n'était pas un cadeau amical. C'était un manuel d'entraînement avancé pour la guerre tactique, déguisé en jouet pour enfants. Nous enverrons plutôt des livres sur l'histoire de la Terre, proposa Jake de manière diplomatique. Tandis que la délégation extraterrestre se préparait à partir, Texa se retourna une dernière fois. « Capitaine Morrison, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr. Si les humains considèrent les jeux stratégiques comme un divertissement relaxant, que faites-vous lorsque vous devez vous engager dans une planification militaire réelle ?» Jake réfléchit sérieusement à la question. « Commandant de guerre, honnêtement, je ne sais pas. L'humanité n'a pas mené de véritable guerre depuis plus d'1 siècle. Nous nous sommes concentrés sur l'exploration et le développement à la place. » Texa hocha lentement la tête. Peut-être est-ce préférable pour le bien de tous. Lorsque le vaisseau Zélani s'éloigna, Jake rédigea son rapport de mission. Le premier contact avait été réussi au-delà de toutes les attentes. L'humanité avait gagné un allié puissant et avait évité une guerre qui aurait